Hochverehrte Festgäste, Chers invités, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de remercier le docteur Otto Buchinger qui a dû s'opposer au mainstream et qui a su donc ancrer l'idée du jeûne dans son époque, mais aussi dans la nôtre. Mais je tiens à remercier également tous ceux qui ont gardé ce legs, qui continuent ce legs de sa part et qui ont construit ce bâtiment où se trouvent le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, par rapport à cette contribution sur les régimes faibles en glucides, et c'est un thème qui rejoint bien la thématique de la conférence. Il s'agit donc de l'alimentation cétogène ou le régime cétogène comme stratégie thérapeutique dans le cas de maladies neurologiques. Par rapport à l'histoire de l'alimentation cétogène dans la neurologie, tout comme le jeûne pendant les plusieurs millions d'années, a accompagné donc les hommes et aussi dans l'actualité, les médecins de l'Antiquité se sont concentrés sur l'effet de guérison du jeûne. Actuellement, nous vivons une période d'abondance et on a presque oublié ce savoir et il faut le redécouvrir. Ici, sur le tableau de la Transfiguration, Raphaël a décrit un récit de l'évangile de Marc 9, 14 à 29. Permettez-moi de citer: « Cher maître, je vous ai apporté mon fils. Il a un esprit qui a du mal à s'exprimer. Et à chaque fois, si cet esprit l'envahit, alors il se jette par terre. Il a de la mousse devant la bouche. Et il est comme s'il est mort par la suite. » Jésus répondait: « Ce type doit être guéri par le jeûne et la prière. » Vous connaissez certainement cette citation de la Bible. Évidemment, pour certaines indications neurologiques, le jeûne, à l'époque, a déjà été reconnu comme étant une thérapie fructueuse. Ici, vous voyez donc cette personne qui est envahie par une crise d'épilepsie, probablement. Il s'agissait d'une zone supplémentaire. Donc, il s'agit tout simplement d'une crise d'épilepsie qui est décrite dans la Bible. On a mis 2000 ans, plus ou moins, jusqu'à trouver une thérapie continue composée d'un jeûne intermittent destiné aux patients épileptiques. Voilà, le pilier de ce régime a été établi en 1921. Auparavant, il y avait déjà des tentatives et des essais, mais le pilier a été fixé par le Dr Wilder et il a développé une thérapie alimentaire qui imite la cétose typique pour une phase de jeûne. Comme vous le voyez ici, l'alimentation du cerveau pendant des périodes de jeûne longues se fait à travers des corps cétoniques. Ici, vous voyez le rapport d'alimentation des neurones. Donc, toutes les cellules cérébrales sont nourries à un rapport de 30 de glucose, 30% de glucose et 70% de corps cétonique. Un régime cétonique. Là, il y a un rapport similaire. Donc, on simule, c'est un simulacre de jeûne pour alimenter le cerveau. Pour donc compenser le défaut qui se trouve à l'échelle cérébrale. Mais malheureusement, le jeûne n'est pas une thérapie durable. Il y a quelques cas isolés où ça a marché, mais évidemment, ça crée quand même une ambiance de crainte pour les patients. Est-ce que le jeûne a suffi ou bien est-ce que je vais revivre une nouvelle crise? C'est pourquoi ce type d'alimentation cétogène constitue notre thérapie possible. Ces corps cétoniques dont j'ai parlé et dont le professeur Doll a parlé aussi, donc acétone, acétoacétate, et en partie aussi le bêta-hydroxyhydrodurate. Ce n'est pas vraiment un corps cétonique à
à proprement parler, mais quand même, il y a ces trois corps cétoniques qu'on perçoit sous ce terme de corps cétonique. Quel est le rapport si on s'alimente normalement et de façon équilibrée? Quel est le rapport d'alimentation cérébrale dans une alimentation normale, équilibrée? L'interprète n'entend pas les chiffres avancés. 97 par rapport à 3%. Voilà, tel est le rapport. Une thérapie cétogène commence par un jeûne hospitalier de 3 journées. Ensuite, il y a une alimentation qui repose notamment sur des graisses. Évidemment, il y a aussi des variations, des dérivations qui baissent la partie des graisses, mais les hydratocarbones et les protéines sont réduits. Le régime cétogène simule donc cette alimentation interne à base de graisse et à base de corps cétonique. Donc c'est un simulacre de jeûne qu'on imite ici. Quel est l'avantage? L'alimentation cétogène peut être maintenue pendant des années avec différents régimes, mais évidemment, il faut bien connaître le pouvoir nutritif des aliments. Il y a 100 000 aliments dans le monde. C'est pas si facile que ça d'avoir toutes ces connaissances. Mais si on se concentre sur les éléments, les aliments principaux, ce n'est pas trop difficile. Évidemment, il y a des tribus ancestrales qui avaient toujours s'alimenter de manière faible en carbone nitrate. Là, il y a des articles là-dessus où on analyse ces habitudes tribales. Il y a aussi les Inuits, l'alimentation typique des Inuits, qui reflète un peu ce régime. Mais malheureusement, cette alimentation cétogène a été oubliée souvent. Mais depuis les années 90, il y a un intérêt renforcé de la science. Aujourd'hui, il y a des lignes directrices qui sont prises en considération par pas mal de médecins. Il y a notamment les épilepsies rebelles, donc qui résistent aux produits pharmaceutiques pendant l'enfance, mais c'est aussi très efficace pendant l'âge adulte. Mais évidemment, les pauvres enfants, ils ne peuvent pas s'y opposer à l'âge d'un nourrisson. Donc, évidemment, ils naissent tout en ayant des attaques. Évidemment, on veut éviter un retard mental. Évidemment, le goût n'est pas encore développé. Donc, de ce fait, ils peuvent être alimentés à base de 90% de graisse, même des graisses artificielles. Ensuite, il y a le déficit en transporteur de glucose de type 1 et aussi la déficience, le déficit en pyruvate déhydrogénase. Évidemment, les épilepsies rebelles, et là il faut suivre les lignes directrices, ne sont pas seulement traitées par ce régime kétogène strict, mais il y a aussi des dérivations plus douces. Et j'ai même développé une variante propre que je vais vous présenter tout à l'heure. Face à tous ces avantages, on se demande s'il y a d'autres choses aussi. Oui, il y en a d'autres choses. Il y a des indications relatives, donc les dysfonctions mitochondriales, comme vous les voyez ici, mais il y a aussi des dysfonctions secondaires mitochondriales qui peuvent emprunter. Donc chaque maladie inflammatoire et neurodégénérative peut en profiter parce que toutes ces maladies ont une influence sur la décomposition des mitochondries. Et pour ce type de maladie, on peut essayer un tel régime. Ensuite, la maladie d'Alzheimer, c'est le diabète de type 3. Parfois, elle est qualifiée comme ça, mais il faudra attendre d'autres résultats scientifiques. Ensuite, le Parkinson, là, il y a des troubles au niveau de la phospholinyrone oxydatif du complexe 1 et 2. Et grâce au régime alimentaire, on peut faire un court-circuit de ce mécanisme. Actuellement, il y a pas mal d'études cliniques en cours qui présente les avantages d'un régime cétogène pour des maladies telles que AVC, la sclérose en plaques, le symbole métabolique, l'obésité, diabète type 2, etc. Et aussi pour certains carcinomes, pour certains cancers, mais aussi les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont influencés positivement suite à un régime cétogène modéré. Dans la littérature, on sait que si on s'alimente à base de 90% de graisse,
les triglycérides évoluent positivement, voire négativement. Personne ne sait pourquoi ça évolue dans tel ou tel sens. C'est peut-être lié à la teneur d'acides gras. Évidemment, on a parlé des acides oméga 3 et l'huile de lin que vous avez favorisé tout à l'heure. Merci de cette présentation si évidente des acides gras oméga 3. Évidemment, le lin, c'est une vieille plante cultivée depuis longtemps en Europe. Mais malgré tous ces avantages, il faut se demander ce qui est la base pour ces effets bénéfiques. Et voilà les bases. Elles sont là. Le rapport entre glucagon et l'insuline. Ce quotient change sous la présence d'un régime cétogène. Donc, si on a une alimentation équilibrée, il y a une forte teneur en insuline. Donc, le rapport est beaucoup plus favorable à l'insuline. Et sous un régime cétogène, ce rapport est inversé. Et ceci nous permet d'expliquer que le cerveau d'une personne qui s'alimente normalement ne voit pratiquement jamais les corps cétoniques, quel que soit le sous-régime que vous pratiquez. Et là, il faut que je confirme ce qu'a dit le professeur Leitzmann. Si on mange du pain blond ou du pain complet, ça fait la différence, mais pas tellement. Donc, il n'y a pas plus de corps cétonique de présent dans le cerveau. Et ça n'a pas d'influence sur les crises d'épilepsie des enfants. Là, il faut être plus radical et proposer un autre régime alimentaire pour proliférer, faire se multiplier les corps cétoniques. Donc, l'alimentation mixte et s'oppose aux corps cétoniques. Évidemment, plus on traite les aliments, plus le régime alimentaire prévoit de glucides. Ou bien le cerveau choisit lui-même un tel régime à base de glucides. Voilà, c'est une question à résoudre par les philosophes, peut-être. Évidemment, quelle a été l'origine et où est-ce qu'on a évolué aujourd'hui. Mais vous comprenez l'alimentation cérébrale et le principe sous-jacent. Il y a seulement 2 types d'alimentation basique pour le cerveau. Évidemment, il y a des sous-formes innombrables. Tout d'abord, il y a une alimentation anticétogène avec un quotient favorable au glucagone et ensuite le régime cétogène qui se qualifie par un pourcentage de glucagone beaucoup plus important et au détriment de l'insuline. Donc le régime alimentaire joue un rôle important. La création de cellules lipidiques fonctionne bien ici. Vous voyez par exemple un régime normal équilibré, le glucose est intégré dans le glucagone ou transformé en glucagone et c'est transformé en plusieurs corps. La production de corps cétoniques joue un rôle secondaire, donc 97% par rapport à 3%, vous allez vous en souvenir. Et finalement, il y a une composition plus forte grâce à des triglycérides. Donc, le corps est en droit de stocker plus de graisse sous l'influence de l'insuline. Et c'est l'inverse pour le régime cétogène. Ici, vous voyez le foie. Donc, le glycogène est décomposé par contre. Et ici, il y a les acides gras libres qui se transforment en corps cétoniques. Et il y a un taux de glycérides qui baisse. C'est un paradoxe dans un premier temps, mais si on regarde de plus près biochimiquement, c'est compréhensible. Il y a aussi les taux de LDL et de HDL qui s'améliorent aussi face à un tel régime alimentaire. Les mécanismes d'action, qui sont multiples d'ailleurs. Voilà, de manière placative, je vous le montre ici, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Pour moi, en tant que neurologue, il y a quand même cet aspect-là qui est important. La biogénèse mitochondriale, grâce à un régime cétogène, augmente. Donc, c'est comme un essai d'endurance grâce au régime alimentaire adopté. De cette manière, on a plus d'ATP à notre disposition. Il y a une plus bonne alimentation du cerveau et le glucose. Même, ça commence déjà dans le domaine subinflammatoire. Évidemment, il y a peut-être aussi des recherches en cours pour montrer que
ça a un effet aussi sur les inflammations subcliniques. Je crois que oui. Les corps cétoniques ont une voie beaucoup plus courte avant d'être transformés en énergie. Il y a 11 étapes intermédiaires entre le glucose et le produit énergétique final. Et pour le corps cétonique, il y a seulement 3 étapes de transformation. Le bêta-hydroxybutyrate a une densité énergétique plus importante par corps de 31% par rapport au glucose ou par rapport aux graisses. Donc, les corps cétoniques, au cours des dernières décennies de la recherche, n'ont pas été assez analysés seulement dans le domaine de la kétoacidose du diabète, présent tant pour le diabète type 1 que pour le diabète type 2. Outre les points d'attaque moléculaire, aujourd'hui, il faut s'intéresser notamment à la mise en œuvre pratique de l'alimentation cétogène. Pour convaincre les patients, il faut combattre les passions, combattre les peurs des passions par rapport aux graisses. Il faut terminer le débat sur les mauvaises graisses et les bonnes graisses. Évidemment, vous pouvez jeter votre huile tournesol et il faut plutôt acheter les huiles d'olive. Voilà. La sensibilisation doit augmenter par rapport aux glucides et par rapport aux hydrates de carbone. Évidemment, le glucose joue un rôle important sur la santé du corps. Je vous donne l'exemple de l'essence diesel et du carburant normal, de l'essence normale. Évidemment, le corps peut distinguer de différentes qualités de carburant. Vous pouvez mélanger plusieurs carburants dans le corps humain et le rapport joue un rôle, alors qu'un moteur automobile n'accepte qu'un seul type de carburant. Et évidemment, si on veut améliorer la longévité, il faut toujours établir le bon rapport entre les carburants. Régime équilibré, 50 à 70% de glucose, 5 à 10% de glucose. Voilà, c'est la différence la plus importante. Il y a des études sur les régimes cétogènes, mais là, les études ne disent jamais combien d'hydrates de carbone ont été utilisés. C'est dangereux d'augmenter tant le carburant qui est l'hydrate de carbone que d'augmenter en même temps les graisses, car les déchets alimentaires ne peuvent pas être transportés si facilement dans le corps par la suite si on augmente les deux types de carburant. Maintenant, je vais vous présenter les différents modèles d'alimentation cétogène. Voilà le régime traditionnel avec un apport de 4-1 ou 3-1. Donc, 4 parties de graisse par rapport à une partie d'hydrate de carbone transformable en énergie et de protéines. Donc, c'est un régime faible en protéines et en hydrate de carbone. Donc, 90% de graisse et ici 80% de graisse. Et ensuite, il y a le régime Atkins modifié. Là, il y a trop de viande, à mon avis. C'est trop artificiel. Et finalement, on se trouve face à une montagne de suppléments le matin et on ne sait pas par quoi commencer. Donc, c'est pas un régime adéquat, même si là, on a un pourcentage de 70% de graisse. Et l'indice glycémique est aussi problématique, puisque ça se réfère seulement aux glucides et pas aux produits dans son ensemble. Difficile, à mon avis. Dans le cadre de l'étude par rapport à la sclérose en plaques, il fallait donc développer autre chose. Depuis 2001, je pratique donc un régime cétogène et évidemment, j'étais un débutant dans son domaine, donc je n'avais pas tellement de mal de proposer un nouveau modèle. Et ensuite, alimentation riche en substances vitales et pauvre en glucides. Et là, il y a 3 piliers. Réduire les hydrates de carbone riches en énergie, augmenter les carbones riches en faibles en énergie, donc riches en fibres par contre. Et troisième pilier, la substitution énergétique par d'autres, par des fruits. Donc l'avocado, par exemple. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme fruits?
aujourd'hui sont des fruits développés par des hommes, pas des fruits normaux. Regardez une fraise sauvage et regardez une fraise que vous achetez même dans un magasin biologique. C'est la distance comme entre la Lune et le Soleil. Il y a une différence sacrée par rapport à la teneur en eau, par rapport à la teneur en glucides. Voilà les fruits rouges. C'est un fruit d'origine non transformée, les framboises, myrtilles. Voilà, ce sont des produits qu'on peut toujours continuer à manger, à mon avis. Ensuite, un exemple d'alimentation journalière pour un tel type de régime pour que vous puissiez vous faire une idée. On va commencer le matin par un pain complet au beurre avec de l'huile d'olive, une mousse à base de noix ou d'autres aliments qui contiennent beaucoup de graisse. Voilà le pain complet. Vous pouvez le produire vous-même d'après une recette. Il y a des graines de lin, il y a toutes sortes de graines soja ou d'autres possibilités, les noix aussi que vous pouvez rajouter, la pivoine. Donc les graines jouent un rôle important. Ensuite, pour le déjeuner, une salade mixte et du fromage le soir, des légumes sautés à la poêle. Mais il faut toujours regarder quels sont les teneurs en graisse. Évidemment, l'indice glycémique de la betterave est plus élevé que celui des courgettes. Donc là, il faut déjà avoir des connaissances. Ensuite, comme snack, vous pouvez manger un avocat. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser la thérapie cétogène pour traiter les maladies neurodégénératives? Suite aux avantages que j'ai observés pour les patients qui consommaient un tel régime, je me suis dit il faut faire une étude en la matière pour savoir si c'est bénéfique ou pas, avec des priorités que je vais vous expliquer. Donc, on s'est penché surtout sur la sclérose en plaques. Et là, je vais vous montrer la comparaison entre un régime cétogène et le jeûne. Quelle est donc l'influence sur la qualité de vie en cas d'une sclérose en plaques? Voici quelques perspectives par rapport à la plaque, la sclérose en plaques. C'est quoi comme maladie? C'est le caméléon de la neurologie, à mon avis, parce qu'on voit que tous les systèmes fonctionnels de l'homme sont concernés éventuellement par la sclérose en plaques. Ce ne sont pas seulement les neurones du cerveau, mais ça concerne aussi des effets de paralysie, ça concerne des troubles de la motricité, etc. Pronostic. Voilà, c'est un score d'invalidité qui varie entre 0 et 10. Pour 0, le patient a un diagnostic normal, mais sans invalidité, sans handicap. Mais c'est une maladie qui évolutive, donc ça va jusqu'à l'état grabataire et à la mort, évidemment. Évidemment, il y a les pneumonies d'aspiration, de respiration. Évidemment, si les patients ne sont pas intubés, finalement, les patients n'arrivent plus à respirer, ils vont mourir. L'évolution de la maladie. Normalement, ça avance par poussée. Ensuite, il y a des phases de rémission. Ensuite, vous voyez un homme normal qui vit normalement. Ensuite, ses jambes sont paralysées. Il ne sait pas pourquoi. Ça arrive après 3 mois, 6 mois. Il n'y a plus de problème, donc l'état de rémission. Si c'est souhaité, on peut exercer une thérapie à base de cortisone. Ça se répète et après 10 ans à peu près, pour 80% des patients, il y a une évolution progressive, chronique. Il n'y a plus les poussées qu'on peut observer de manière intermittente, mais il y a un taux d'invalidité qui s'installe progressivement. La thérapie est très agressive. On a affaire à des produits avec un effet de suppression immunologique et d'inhibiteur.
Est-ce que le jeûne et l'alimentation cétogène ont en effet un pouvoir immunosuppressif? C'est une question intéressante. Déjà en 2007, il y avait un modèle de souris pour la sclérose en plaques qui concernait donc l'encéphalomyélite allergique auto-immune. Pour 33% de baisse d'alimentation, les rats se sont mieux portés. Ici, vous voyez le score d'invalidité. Plus le score est élevé, plus l'état est mauvais de la part du rat. Pour le rat non traité, ou pour les rats non traités, il y avait un score de 1,5 et pour les autres qui ont été traités, qui avaient donc une restriction calorique de 30%, le score était moindre, donc moins d'invalidité. Donc, une différence de 0,5%. Et là où on avait passé une restriction calorique à 66%, il y avait absence de symptômes cliniques chez les rats. Évidemment, les collègues l'ont analysé en 2008 sur les souris. Là, il y avait aussi un régime avec une restriction calorique et le taux de survie de ces souris subissant un régime à restriction calorique, là, le taux de survie était de 80% par rapport aux souris non traitées, taux de survie 20%. Et il y avait aussi des souris avec un régime cétogène, 30% d'amélioration, mais là, on n'avait pas réduit les hydrates de carbone. 2012, là, pour la première fois, on a utilisé un régime cétogène outre la réduction calorique dans le modèle animal. Et évidemment, tous les neurologues ont été ahuris. Changement au niveau de l'IRM, donc les photos IRM montrent la souris qui n'a pas développé de maladie. Donc, le cerveau est sain. Et ici, on peut voir le nombre de lésions. Est-ce que le cerveau a une taille plus petite? Est-ce qu'il y a des foyers d'inflammation? La souris avec un régime normal et la maladie induite, donc sclérose en plaques. Là, il y a des foyers de lésions forts et il y a une réduction de la taille du cerveau, donc une atrophie cérébrale. Ici, vous voyez le régime cétogène. Pas de différence par rapport à la souris qui n'avait pas été traitée. Conclusion. L'alimentation cétogène est donc un régime pauvre en glucides et en protéines. Ce n'est pas une méthode exotique, elle est bien établie, très efficace et dans la vie quotidienne, on peut mettre en œuvre ce type de régime alimentaire. Évidemment, pour l'épilepsie, on utilise souvent ces régimes. Il y a aussi d'autres maladies neurodégénératives qui sont focalisées davantage pour ce type de régime. L'alimentation cétogène est bien tolérable, les effets secondaires sont maîtrisables et on peut l'adapter individuellement. Voilà, c'est mon message personnel. Il faut optimiser les thérapies en matière de régime cétogène. On peut combiner ces régimes avec d'autres types de thérapies et c'est complémentaire, même à mon avis. Donc, je vous lance un appel. Ouvrez votre horizon. Beaucoup de graisse pendant 60 ans, c'était tabou. Mais les études épidémiologiques qui ont été réalisées, ils ne savent pas encore trop où l'évolution va aller, mais la graisse, à proprement parler, n'est plus nocive si on réduit les hydrates de carbone en même temps. Je vous remercie de votre attention.